fragile. C'est la preuve qu'il peut rivaliser avec l'Occident. Mais le Japon manque cruellement de ressources naturelles. Son industrialisation rapide le rend dépendant de l'extérieur, notamment pour le pétrole, le fer et le caoutchouc. Cette fragilité va orienter toute sa politique. En 1931, avec l'invasion de la Mandchourie, il s'empare d'une région riche en charbon et en terres agricoles. C'est la première étape d'une expansion assumée. La Société des Nations condamne l'action, sans conséquences réelles pour le Japon, qui, en 1937, envahit la Chine pour sécuriser ses ressources et créer une sphère d'influence en Asie. Mais pour eux, un problème majeur subsiste. Le Japon dépend encore massivement des importations, notamment des États-Unis. En 1940, environ 80% de son pétrole vient de l'étranger, principalement des États-Unis. Or, à mesure que la guerre en Chine s'intensifie et que le Japon se rapproche de l'axe Rome-Berlin-Tokyo, les tensions avec Washington augmentent. Lorsque le Japon envahit l'Indochine française, l'actuel Vietnam, les États-Unis imposent un embargo économique. Puis, en juillet 1941, un embargo total sur le pétrole. Pour le Japon, c'est une menace existentielle. Ses réserves ne couvrent que 1 à 2 ans. Face à cette situation, 2 options s'offrent à lui. Reculer et abandonner ses ambitions en Chine, ou sécuriser par la force les ressources dont il a besoin. Le Japon choisit la seconde option. Il se tourne vers l'Asie du Sud-Est, riche en pétrole et en caoutchouc. Mais un obstacle majeur se dresse. La flotte américaine du Pacifique, basée à Pearl Harbor. Lorsque le Japon envahit l'Indochine française, les États-Unis imposent un embargo économique. Puis, en juillet 1940, un embargo total sur le pétrole. C'est une exception. Les États-Unis ont déjà commencé à intercepter dès la fin des années 1930, il arrive à Berlin. Car dès la fin des années 1000, il arrive à une partie des communications diplomatiques avec les États emblématiques. Il est permettant de décrypter une partie des communications. Sans le savoir, les États-Unis ont déjà commencé à intercepter certains messages. Car, dès la fin des années 1930, ils réussissent à percer une partie des communications diplomatiques japonaises grâce au système appelé MAGIC, un système permettant de décrypter une partie des communications japonaises, notamment celles chiffrées par la machine nippone que les États-Unis appellent Purple. À partir de novembre 1941, ces interceptions deviennent de plus en plus inquiétantes. Les messages indiquent une montée des tensions avec Washington et surtout une échéance. Le Japon fixe une limite aux négociations avec les États-Unis autour du 29 novembre 1941. Après cette
alors envisagé. Le point le plus inquiétant arrive avec ce qu'on appelle le message en 14 parties, transmis entre le 6 et le 7 décembre 1941. Ce message, destiné à l'ambassade japonaise à Washington, annonce en substance la rupture des négociations diplomatiques. Pour les analystes américains, cela signifie qu'un conflit est imminent. Mais une information cruciale manque: la cible et le moment exact. En parallèle des messages interceptés, le comportement diplomatique du Japon devient de plus en plus étrange. À Washington, les négociations entre les deux pays s'enlisent. Les États-Unis exigent un retrait du Japon de Chine, ce que Tokyo refuse catégoriquement. Mais surtout, plusieurs instructions inhabituelles sont envoyées aux diplomates japonais. Fin novembre 1941, Tokyo ordonne à ses ambassades de détruire leurs documents sensibles et leurs machines de chiffrement. C'est un signal fort. Ce type d'ordre est généralement donné juste avant une guerre. À Washington, ces informations sont connues, mais mal interprétées. Les autorités américaines comprennent que la guerre est probable, mais elles pensent qu'elle éclatera en Asie du Sud-Est, pas sur le territoire américain. L'idée d'une attaque directe sur Hawaï reste considérée comme peu probable. Le matin du 7 décembre 1941, un événement clé se produit à Hawaï. Vers 7 heures, deux opérateurs radars américains, George Elliott et Joseph Lockhart, détectent une formation massive d'avions approchant de l'île d'Oahu. Le signal est inhabituel. Il s'agit d'un grand nombre d'appareils se déplaçant en formation. Ils contactent immédiatement un officier, mais celui-ci, peu expérimenté et mal informé, pense qu'il s'agit d'un groupe de bombardiers américains B-17, attendu ce jour-là depuis la Californie. L'alerte est donc classée sans suite. Mais l'erreur la plus profonde n'est pas technique, elle est stratégique. Les États-Unis savent que la guerre approche, mais ils s'attendent à ce qu'elle commence ailleurs. Les responsables militaires américains sont convaincus que le Japon attaque là où se trouvent les ressources dont il a désespérément besoin, c'est-à-dire en Asie. Ils s'attendent à des actions contre les Philippines, contrôlées par les États-Unis, mais aussi contre les colonies européennes, comme la Polynésie britannique ou les îles néerlandaises, régions pétrolières locales. Dans leur esprit, ces cibles sont lui. Elles sont proches du Japon et directement liées à ses objectifs économiques. Mais Pearl Harbor est devenu une guerre. Les responsables militaires américains sont convaincus que le Japon va attaquer là où se trouvent les ressources dont il a désespérément besoin, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est. Ils s'attendent donc à des offensives contre les Philippines, un territoire contrôlé par les États-Unis.
États-Unis, mais aussi contre les colonies européennes, comme la Malaisie britannique ou les Indes néerlandaises, riches en pétrole et en caoutchouc. Dans leur esprit, ces cibles sont logiques. Elles sont proches du Japon et directement liées à ses objectifs économiques. A l'inverse, Pearl Harbor, situé à plus de 6000 km des bases japonaises, paraît alors beaucoup moins probable aux yeux des stratèges américains. Une attaque aéronavale à une telle distance semble sur le papier presque irréaliste. Pour frapper Hawaï, le Japon doit mobiliser une flotte gigantesque et surtout invisible. 6 porte-avions Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku, Suikaku, escortés par des cuirassés, croiseurs et destroyers, environ 27 navires de surface et 23 sous-marins qui traversent le Pacifique Nord dans le plus grand secret. Le défi logistique est immense. Ravitailler la flotte en mer, maintenir le silence radio pendant plusieurs jours, affronter des conditions difficiles et coordonner une attaque d'une précision extrême à des milliers de kilomètres de toute base. À cette époque, la doctrine américaine repose encore largement sur les cuirassés et sur l'idée qu'une flotte ennemie doit être repérée bien avant d'approcher. Beaucoup d'officiers estiment donc qu'un tel raid est trop risqué pour le Japon. En cas d'échec, ces porte-avions, cœur de sa puissance, pourraient être anéantis loin de tout soutien. Mais en réalité, le plan japonais est bien plus audacieux qu'il n'y paraît, car début décembre 1941, une flotte entière traverse le Pacifique dans le plus grand silence. Tout est prêt pour frapper loin, puis disparaître. Mais tout repose sur un élément, la surprise. Isoroku Yamato, commandant en chef de la flotte combinée japonaise. Il est architecte de l'état pendant son il en connaît la pure et il des conflits pour le Japon. Derrière ce plan, un homme joue un rôle central. Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte combinée japonaise. Il est l'architecte de l'attaque contre Pearl Harbor. Pourtant, Yamamoto n'est pas un partisan aveugle de la guerre contre les États-Unis. Il a vécu en Amérique, en connaît la puissance industrielle et sait qu'un conflit prolongé serait presque impossible à gagner pour le Japon. Mais face aux choix politiques de son pays, il estime qu'il ne reste qu'une seule option: frapper vite, fort et par surprise. Le Japon veut porter un coup décisif à la flotte américaine du Pacifique pour neutraliser les États-Unis pendant plusieurs mois, le temps pour lui de sécuriser ses ressources en Asie du Sud-Est. Il résume lui-même cette stratégie avec lucidité. Il pense pouvoir courir librement pendant 6 mois, mais au-delà, il n'a aucune certitude. Derrière l'audace du plan se cache donc une réalité plus fragile, une tentative risquée de gagner du temps face à une puissance bien plus grande. Pendant que la flotte japonaise avance dans le silence du Pacifique,
Pearl Harbor vit encore au rythme d'un dimanche matin presque ordinaire. Rien sur la base ne donne l'impression qu'une attaque majeure est sur le point de commencer. Les navires sont à quai, les équipages suivent leurs habitudes et beaucoup de soldats pensent davantage au repos qu'à une alerte de guerre. Mais derrière cette apparente tranquillité, la situation est beaucoup plus fragile qu'elle en a l'air. Les États-Unis disposent bien d'indices inquiétants, mais ces indices ne forment pas encore une alerte claire dans l'esprit des responsables. Certaines informations sont interceptées, d'autres sont analysées trop lentement, et d'autres encore ne remontent pas aux bonnes personnes au bon moment. Au lieu de devenir un signal d'alarme unique et évident, toutes les informations restent dispersées, car les différents services ne partagent pas toujours leurs données efficacement. À cela s'ajoute une préparation militaire inadaptée. Sur la base, les avions sont regroupés aile contre aile, principalement pour éviter d'éventuels actes de sabotage interne. Mais cette disposition les rend extrêmement vulnérables à une attaque aérienne. Les défenses anti-aériennes, elles, ne sont pas en alerte maximale. Les munitions ne sont pas immédiatement accessibles et les systèmes de défense ne sont pas prêts à répondre rapidement. Le matin du 7 décembre 1941, peu avant 8 heures, les bombes militaires apparurent au-dessus de Pearl Harbor. Petits 6 portes contenant 200 appareils, bombardiers en piqué, bombardiers d'eau et des chasseurs. L'attaque commence en déclaration de guerre proclamée. Les premiers cibles sont les navires de la flotte. Le matin du 7 décembre 1941, peu avant 8 heures, la première vague d'avions japonais apparaît au-dessus de Pearl Harbor. Partie de 6 porte-avions, elle compte un peu moins de 200 appareils. Des bombardiers en piqué, des bombardiers torpilleurs et des chasseurs d'escorte. L'attaque commence sans déclaration de guerre préalable. Les premières cibles sont les navires de la flotte américaine et les aérodromes de l'île d'Oahu. Les torpilles frappent les cuirassés alignés dans le port, tandis que les bombardiers visent les installations militaires et les avions au sol. En quelques minutes, plusieurs bâtiments sont touchés, dont l'USS Arizona, qui explose après l'impact d'une bombe sur ses soutes à munitions, provoquant la mort de plus d'1 millier de marins. La confusion est totale et les premières réactions américaines sont désorganisées. Environ 1 heure plus tard, alors que la base tente encore de comprendre ce qu'il se passe, une seconde vague d'environ 170 avions japonais arrive. Cette fois, l'objectif est d'achever ce qui peut encore l'être. Les navires déjà endommagés sont à nouveau ciblés. Les infrastructures militaires sont frappées et les pistes d'aviation sont bombardées pour empêcher toute organisation d'une riposte. Certaines batteries anti-aériennes finissent par entrer en action et quelques chasseurs américains parviennent à décoller, mais ces réactions restent tardives et dispersées. L'effet de surprise a pleinement joué son rôle. L'attaque est rapide, coordonnée et laisse peu de place à une défense efficace. Au total, l'assaut dure un peu moins de 2 heures, mais ses conséquences sont considérables. 8 cuirassés américains sont touchés, dont 4 coulés ou détruits. Plusieurs croiseurs, destroyers et
navires auxiliaires sont également endommagés. Plus de 2400 Américains y perdent la vie et près de 1200 autres sont blessés. Sur les bases aériennes, des centaines d'appareils sont détruits ou rendus inutilisables, souvent sans avoir quitté le sol. Pourtant, malgré l'ampleur des dégâts, certains objectifs majeurs échappent à l'attaque. Les porte-avions américains ne sont pas présents dans le port ce jour-là et les installations de stockage de carburant restent intactes, ce qui permettra aux États-Unis de reprendre plus rapidement leurs opérations dans le Pacifique. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor, l'impact financier et psychologique est immédiat et mesurable. Les dégâts matériels sont évalués à environ 90 millions de dollars de 1941, soit presque 2 milliards de dollars actuels. Avec plus de 180 avions détruits et une grande partie de la flotte du Pacifique temporairement hors service. Dans les heures qui suivent, la guerre change d'échelle. Le 8 décembre 1941, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. 3 jours plus tard, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis, internationalisant définitivement le conflit. L'attaque de Pearl Harbor met fin à l'isolationnisme américain et fait entrer dans la guerre la première puissance industrielle mondiale. Dès 1942, la production s'emballe. Les États-Unis fabriquent à eux seuls des dizaines de milliers d'avions et de chars, et surtout des centaines de navires, dont les Liberty Ships, capables d'être assemblés en quelques semaines seulement. En quelques mois, les États-Unis stoppent l'expansion japonaise. Lors de batailles clés comme Midway, où plusieurs porte-avions japonais sont coulés, inversant le rapport de force. Commence alors une lente reconquête dite Highland Hopping, visant à reprendre progressivement les positions stratégiques, tout en isolant les bases japonaises. En parallèle, l'entrée en guerre américaine transforme aussi le front européen. Grâce au programme du pré-bail, les États-Unis fournissent une aide massive au Royaume-Uni et à l'Union soviétique, soutenant leur résistance face à l'Allemagne. À partir de 1942, les troupes américaines sont engagées directement en Afrique du Nord, puis en Italie. Mais pendant que ces forces progressent, la situation est déjà figée ailleurs. En France, le pays est occupé depuis 1940. Au nord, l'armée allemande s'impose. Au sud, un régime s'installe à Vichy, dirigé par Philippe Pétain. Sur la vidéo qui s'affiche ici, je te parle de la France entre collaboration et résistance. Et tu peux aussi lancer la playlist pour enchaîner autant